temps donc de cet après-midi. Cette 6e session qui sera consacrée d'une façon un peu plus particulière sur des dimensions absolument fondamentale donc du RIF, la dimension culturelle, linguistique, identitaire, qui est la dimension berbère, à partir donc de 3 communications qui, chacune d'entre elles, va nous présenter un aspect justement d'une mémoire ou des récits berbères de la guerre du RIF. Malika Assam va commencer. Juste quelques mots pour la présenter. Malika a une formation d'anthropologue, d'historienne. Elle avait consacré sa thèse dont j'ai été une des rapporteurs. Ça donne un sacré coup de vieux, je vous le dis, parce que quand vous avez... C'était il n'y a pas si longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même. Voilà, et sa thèse... sur les tribus. Très, très belle thèse consacrée à la société tribale et la reconstruction identitaire berbère, à partir d'un cas de tribu kabyle, qui était la tribu des F-Zmenzel. Et également, Malika Assam est donc maîtresse de conférence de langue et de civilisation berbère à Aix-Marseille Université, et elle va nous proposer une contribution qu'elle a intitulée Narration berbère de la guerre du Rif, qui est une approche vraiment intéressante et inédite, puisque c'est le récit berbère version berbère libyen et berbère algérien, donc de la guerre du Rif. C'est à toi, Malika. Merci Karima, merci aux organisateurs donc d'avoir accepté ma proposition qui porte un regard qui m'a paru un peu marginal par rapport à toutes les communications qu'on a eues, parce que je n'apporte rien à l'historiographie puisque j'ai un regard d'ethnologue, et parce que je ne parle ni de la France, ni de l'Espagne, ni du Maroc. Et effectivement, je vous propose d'analyser des narrations de la guerre du Rif du point de vue de 2 régions berbérophones non marocaines. Donc, ce sont des narrations qui sont issues de la militance berbère, ou amazigh, comme les militants préfèrent se dénommer. Donc, le premier récit, c'est un ouvrage paru en 2011 aux éditions L'Harmattan, qui s'intitule Mouhadam del Krim di Dawla la République, du temps de la République du Rif, rédigé en berbère de Kabylie par Omar Oulamara. C'est un écrivain très représentatif du militantisme culturel kabyle, qui s'est constitué autour des années 1970-1980. Et comme beaucoup de militants kabyles, il a fait un cursus universitaire en sciences exactes dans les premières décennies de l'Algérie indépendante. Et il a été imprégné par la sensibilité berbère qui marquait le monde universitaire. Alors, il faut que je sorte et que je rentre, je ne sais pas. Reprends le premier. Tout à fait, on a fait la même chose la fois dernière. Voilà. Tu remets. Je refais le partage. Plusieurs écrans. Il est où? Il était sur le... C'est ça, en fait. C'est ça, voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, là? Moi, je ne veux plus défiler ici, je crois. Moi, ça ne marche pas. Ah, si. C'est bon, là? Ça va? D'accord. Je reprends sur ce premier ouvrage. Donc, je parlais de ce militantisme kabyle qui a été forgé autour de Mouloud Mamri et de ses cours de langue berbère qui ont duré jusqu'au début des années 1970 et auquel a assisté donc cet auteur. La deuxième narration est une narration en berbère du Djebel Nefoussa, retravaillée par le militantisme amazigh libyen, qui a été rendu visible en fait par le printemps arabe de 2011, qui existait avant mais qui était plutôt méconnu. Donc c'est un article qui s'intitule Arif Tagvouden Tamstent, la République et le protectorat. Alors, quel est l'intérêt de ces narrations berbères hors cadre marocain pour l'ethnologue? On retient depuis en fait les analyses de Maurice Halbach et sa notion de cadres sociaux de la mémoire, qu'il n'y a pas de mémoire qui soit totalement individuelle ou de mémoire qui soit totalement collective. Donc pour moi, ces traces du passé dans le présent sont saisies comme un élément d'un travail de construction et de transmission d'une mémoire que ces acteurs voudraient commune
et ils vont donc mener un travail d'homogénéisation des représentations du passé. L'anthropologue de la mémoire Joël Cando invite à observer comment ce travail de diffusion de souvenirs partagés va contribuer à construire une mémoire événementielle, c'est-à-dire faite de représentations factuelles, mais tente aussi de transmettre une mémoire plus sémantique relative à ces événements, donc des représentations mentales qui vont porter la signification donnée à ces faits. Donc, ces narrations sont aussi berbères dans le sens où elles relèvent d'une volonté d'inscrire les berbères dans l'histoire, voire de donner une vision berbère de l'histoire. C'est très explicite dans le récit kabyle qui se donne pour but de rétablir une vérité historique. Il dénonce longuement une histoire donc de la guerre du Rif, écrite et falsifiée par des regards qu'il appelle étrangers, et on verra l'amplitude qu'il donne à ce terme. Falsification qui n'est pas uniquement le fait des pouvoirs officiels, mais aussi pour l'auteur, le fait de certains historiens. Donc, ce qui m'intéresse finalement, c'est quel sens donner à l'appropriation de ce héros, de cet objet nouveau dans le militantisme berbère par des militants berbères non marocains. Alors, si la question de la fabrique d'une histoire berbère est intéressante pour la berbérisante que je suis, ce décentrement me semble aussi plus largement utile pour interroger le Maghreb d'aujourd'hui dans son ensemble et pour saisir une partie des enjeux politiques qu'il affronte. Je vais tenter de le montrer en m'intéressant aux formes communes, aux différentes que prennent ces constructions, avec cette mise en parallèle d'un discours kabyle et d'un discours du Djebel Nefoussa. Donc, je vais m'intéresser à ces formes en montrant aussi les éléments qui sont mis en avant ou certains qui sont occultés. Et en ce qui concerne l'analyse de contenu, la notion de cadres sociaux implique qu'il n'y a pas de mémoire possible en dehors des cadres dont les hommes vivants en société se servent pour fixer et retrouver leurs souvenirs. Et c'est vrai pour le langage avec les mots et les métaphores, c'est vrai aussi pour les autres souvenirs, des souvenirs plus anciens qui vont orienter ces constructions mémorielles. Donc, la fabrique d'une histoire berbère commence d'abord par l'intégration du Rif dans une histoire amazighe. Il y a plusieurs procédés en fait qui sont utilisés dans l'un ou l'autre des textes en réintégrant donc le Rif dans un temps amazigh avec l'usage du calendrier amazigh qui est un calendrier construit par les militants, notamment dans le milieu kabyle dans les années 1970. Et donc, pour la version du Djebel Nefoussa, on situe la guerre du Rif entre 2871 et 2876. Ce moment rifin est aussi articulé à une histoire plus globale du nord de l'Afrique, en particulier l'histoire antique, la référence aux rois numides notamment, sur lesquels je reviendrai. Et ces récits servent donc de prétexte pour rappeler le rôle historique des Berbères et leur moteur de l'histoire, l'esprit de liberté berbère, stéréotype qu'on pouvait retrouver aussi à l'époque coloniale. On inscrit également ce moment rifin dans un espace amazigh, c'est le Rif aussi bien berbérophone que arabophone, est englobé dans cette Tamazra, qui est une référence fondatrice et idéalisée du discours berbériste en tant qu'espace originel des Berbères qui dépasse les frontières nationales et englobe donc toute l'Afrique du Nord. On prête à Mohamed Abdelkrim cette vision, même s'il ne prononce pas ce nom qui n'existait pas à l'époque. C'est ce que montrerait son objectif qui aurait été de rassembler aussi bien le Maroc que l'Algérie et la Tunisie. Alors, cette Tamazra originelle apparaît aussi à travers la toponymie dont le récit kabyle aime bien détailler l'étymologie berbère. Nommer en berbère est un autre procédé pour rendre à l'événement sa dimension berbère. Jamais le personnage au centre de ces narrations n'est nommé Abdelkrim, mais on va utiliser en Nefousi l'expression Moulay Mohand, c'est celle qui domine. C'est un nom traditionnel qui lui est donné en rifin et qu'on va retrouver par exemple dans les chansons engagées des groupes rifins aujourd'hui. Les choix sont plus divers et explicités par l'auteur kabyle qui rejette, il le dit clairement, Mohamed Ben Abdelkrim el-Khattabi, donc qui sert à arabiser d'après lui cet événement. Il lui oppose des dénominations locales rifaines, Mohamed Abdelkrim, Mohamed étant la forme traditionnelle en berbère du prénom Mohamed. C'est Mohamed avec la particule honorifique qu'on peut retrouver aussi en Kabylie ou parfois Mohamed Abdelkrim Nathwariyaran pour exprimer en berbère son insertion dans la structure sociale tribale.
il n'utilise pas Moulay Mohen comme dans la version Néfoussi, et malgré son usage en rifin, en précisant que c'est à cause de sa connotation religieuse, puisque c'est un titre qui peut désigner les descendants du prophète. Et c'est allié à cette spécificité de la version kabyle qui dénigre la dimension arabe et musulmane du nord de l'Afrique. Alors, dans le texte Néfoussi, on peut souligner aussi qu'il n'y a pas de référence au parcours, notamment à la formation de Mohammed Abdelkrim, ni en positif ni en négatif, parce que le récit débute à la mort du père de Mohammed Abdelkrim. Par contre, c'est très explicite et radical dans le premier ouvrage, qui est tout à fait en fait dans l'orientation très laïcisante d'une partie du militantisme amazigh kabyle. Ce récit, inscrit donc dans la langue durée, est prétexte pour démontrer que l'arabisation du Maroc et voire de l'Afrique du Nord est une imposture. L'alliance d'Idriss Ier avec la tribu berbère des Awaraba aurait dû donner naissance à un royaume islamo-berbère, de même que les stratégies d'alliance matrimoniale des différentes dynasties, puisque les rois épousaient des femmes issues de tribus berbères. Il dénonce donc le choix de l'arabité comme un choix politique ancien qui a relégué la civilisation berbère aux marges du nord de l'Afrique. Cela l'amène dès lors à superposer une grille de lecture ethnoculturelle à l'opposition Bled-Marsen-Bled-Siba. Et en ce qui concerne la dimension religieuse, on peut noter que de nombreux passages dévalorisent la religion, y compris dans ces pratiques populaires qui sont qualifiées d'obscurantistes. Il s'en prend aux marabouts, aux shérifs, aux confréries, aux zaouïas, qui manipuleraient la religion et auraient été pour la plupart vendus à la France ou à l'Espagne. Il constitue donc un des ennemis de la révolte du Rif, téléguidé par Moulay Youssef. C'est donc dans ce cadre général qu'intervient la héroïsation de Mohammed Abdelkrim, personnage singulier par rapport aux autres figures mobilisées jusqu'à présent par la militance berbère non rifaine. Donc, pour vous montrer la singularité de ce héros, surtout si vous n'êtes pas coutumier des discours de cette militante, je vais replacer en fait ce personnage, cette figure, dans ces différents panthéons berbères. Donc, je vais recadrer par rapport aux publications de Oulamara. Son œuvre sur la République du Rif est une œuvre originale par rapport à ses autres écrits qui sont surtout des romans historiques, alors qu'il veut là, il le dit explicitement, écrire une étude historique. Donc, ce panthéon mémorial kabyle qui peut apparaître en partie à travers ses œuvres, on va retrouver donc un premier ouvrage, il va les chemins de l'honneur, qui est en fait un récit biographique recueilli auprès d'un militant du mouvement national algérien. Toulianum, la fin de Juburta, qui fait référence à un roi numide qui s'est opposé à Rome et qui est devenu le symbole de la résistance berbère pour le militantisme amazigh. Oma Beach, qui est un ouvrage qui fait un parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Temlili de 1962, qui veut dire rencontre en 1962, qui retrace la vie de 13 combattants de la guerre d'indépendance algérienne, et retour à l'Antiquité avec son dernier ouvrage, Agadir al-Roma, les remparts de Rome, où il raconte l'épopée de l'armée carthaginoise dirigée par Hannibal, mais c'est un prétexte à mettre en scène de jeunes amazirs, en fait des soldats numides. Pour parler du Panthéon mémoriel Néfoussi, j'ai analysé les 4 premiers numéros de la revue Armat. On retrouve alors Saïd Sifaou, qui est connu entre autres pour avoir collecté des contes et mythes du Djebel Nefoussa en berbère et pour avoir composé également des poèmes en berbère et en arabe, ce qui lui a valu les foudres du régime de Kadhafi. C'est une des légendes de l'histoire berbère pour les Amazirs de Libye, dont on pourrait un peu faire le pendant de Mouloud Mamri et de la place qu'il occupe chez les militants kabyles. On va retrouver ensuite des références aux guerres puniques. La référence à un personnage qui est aussi approprié dans le militantisme kabyle, c'est Sheshon, ou Shashnar, qui est un pharaon égyptien, qui est effectivement issu de l'acculturation de tribus de Libye orientale qui se sont installées et acculturées à l'Égypte. Et il va fonder la 22e dynastie. C'est cet événement qui est fondateur, qui crée ce calendrier amazigh qui démarre en moins 950. On va retrouver aussi Mansour Ilyes, qui est un des célèbres gouverneurs du Djebel Nafoussa pour le compte de l'imam Roustami de Tahart au IXe siècle. Alors, ce personnage permet aussi de souligner
le rapport un peu différent à la religion qu'on peut avoir dans le militantisme libyen, avec la place qu'occupe l'ibadisme dans l'identité berbère de cette région. Alors, plus là, généralement, on peut voir que ces panthéons articulent des personnalités des événements antiques ou médiévaux qui donnent à l'amazirité une profondeur et une légitimité historique. Des personnalités contemporaines avec des héros propres à chaque tradition nationale de lutte contre les puissances coloniales et des acteurs culturels, écrivains, poètes devenus emblématiques de la revendication identitaire berbère. Donc, Mohamed Abdelkrim ne correspond pas du tout à cette grille, même s'il est articulé parfois à certains de ses héros. Alors, il peut être comparé à Massinissa avec le rêve de créer une grande Afrique du Nord libre, ou à Yugurta dans sa manière de combattre, j'y reviendrai. Donc, on va retrouver dans cette héroïsation des caractéristiques traditionnelles qu'on pourrait retrouver dans la littérature berbère en général. Outre le guerrier courageux, stratège, on va mettre en évidence ses qualités de parole qu'il parvient à unifier les tribus rifènes. On ne fait évidemment jamais référence à son prestige intellectuel et religieux de juriste musulman. On le présente aussi comme un homme qui se dévoue pour l'intérêt collectif rifin. On occulte ainsi les intérêts personnels de Mohamed Abdelkrim et de sa famille, de leur rôle aussi bien dans le cadre du Marzen que dans le cadre de l'action politique espagnole qui a mis en place le Parti des Amis de l'Espagne. Alors, ce Parti des Amis de l'Espagne apparaît dans le livre de Oulamara, du militantisme kabyle, mais l'épisode est interprété positivement en rappelant que ce clan Abdelkrim n'aurait pas agi pour son propre prestige, sa puissance politique, économique, mais dans l'intérêt général du Rif, dans le but de son développement, de sa modernisation par le savoir espagnol et notamment une modernisation européenne au niveau technique. Donc, cette occultation permet d'interpréter toute l'action de Mohamed Abdelkrim et des Rifins comme répondant aux injonctions de l'honneur, valeur cardinale. Dans les deux récits, on rappelle ces références à l'honneur. Le récit kabyle, dont je vous mets les termes ici, exploite largement le champ lexical de l'honneur et du déshonneur pour mettre en exergue, à travers le comportement de leurs adversaires, l'héroïsme de Mohamed Abdelkrim et des Rifins. Donc, on oppose le nif des Rifins, point d'honneur qui les pousse à riposter au défi de l'agression espagnole, et Tachmet, donc l'attitude vile des Espagnols qui ont défié des paysans affamés. On rappelle la considération pour les hauts faits des Rifins au combat, qu'on oppose à l'art, la conduite honteuse des soldats espagnols qui fuient le champ de bataille, mais aussi le même terme pour qualifier le sultan qui envoie des Marocains combattre d'autres Marocains. Donc, les valeurs traditionnelles ne sont pas les seules à être mobilisées. Les récits soulignent les innovations de Mohamed Abdelkrim qui a su articuler modernité et berbérité. Les documents insistent notamment sur l'émiettement et l'incapacité à l'unité politique des tribus rifènes, ou plus largement berbères. Je sais pas au niveau du temps, 4. Donc, cela rehausse d'autant plus la réussite de Mohamed Abdelkrim qui serait parvenu à mettre fin aux tensions entre les tribus. Alors, il articule culture berbère et culture espagnole qu'il a apprise à Melilla. Il donne plusieurs exemples dans l'ouvrage. Le plus significatif, c'est l'organisation militaire du Rif, puisqu'à partir des unités tribales obéissant au chef de tribu, il parvient à constituer une armée d'un nouveau type qui va articuler la pratique traditionnelle berbère de petites unités restreintes et mobiles à la hiérarchie, à l'entraînement militaire sur le modèle européen. Ce seraient donc ces prémices d'organisation qui l'auraient amené à envisager à créer une entité politique nouvelle, à faire la République. Alors, on notera que les titres des deux récits mettent en avant cette entité politique nouvelle et montrent que ce militantisme, ou ces revendications berbères qui s'expriment au départ au niveau linguistique et culturel, intègrent désormais le niveau politique, et cette héroïsation de Mohamed Abdelkrim est à mettre en lien avec des enjeux plus politiques. D'autant plus que dans cette description de la République du Rif, on va voir que c'est là que le fait historique et sa reconstruction présentent le plus grand écart, et que l'usage du néologisme berbère rend compte de la volonté d'exprimer des identités politiques, des orientations politiques, nouvelles. Donc, cette guerre du Rif
Elle est qualifiée de combat berbère contre des pouvoirs étrangers. Alors, certes, c'est la première guerre de décolonisation contre les puissances européennes dans ces récits, mais c'est aussi intéressant de pointer que c'est aussi une décolonisation face au protectorat ou au marzen marocain. Ça apparaît dans la version Nefoussi, qui parle d'un protectorat espagnol et marocain, et la version kabyle insiste d'autant sur l'illégitimité du marzen en termes politiques, réinterprétant en fait les relations entre Marzen et Bled Siba comme relations entre pouvoir colonial et population colonisée, et superposant cette grille de lecture ethnique dont je parlais tout à l'heure. Donc il s'agit, avec la guerre du Rif, d'un combat pour recouvrir la berbérité d'une région rifène, mais aussi d'un peuple marocain, avec la volonté de construire une république d'Ajdir à Agadir. Ce retour à la berbérité se ferait à travers les éléments totalement idéalisés de l'organisation politique berbère. On met en avant les tribus. On souligne dans les deux récits l'importance des assemblées de tribus qui sont le pivot de cette organisation. On y choisit l'amrar, qui est le chef, choisi par les gens du pays selon un principe d'égalité. On a là donc un autre regard sur la société tribale qui passe de la vision négative de l'émiettement politique à la valorisation de l'autonomie locale, avec l'Assemblée comme fondement du pouvoir local et l'utilisation en kabyle notamment d'un néologisme berbère pour cette valorisation, timanith, l'autonomie locale, de iman, un terme pan-berbère qui à la base signifie l'âme. Donc ces principes politiques seraient au fondement de la République du Rif. Peut-être pour faire vite, je vous ai projeté donc le tableau. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on voit apparaître des néologismes pour qualifier donc cette entité politique, une république, mais c'est pas le plus parlant. Les plus parlants, ce serait surtout le fait que Mohamed Abdelkrim peut être qualifié d'amrar. On a déjà vu ce terme, il est traditionnel en kabyle, mais aussi dans d'autres régions berbères. L'aménocal, c'est un terme qui vient du Touareg, et à chaque fois, ça ne désigne pas un roi, ça désigne plutôt ce qu'on appelait un chef, un berbère, qui serait un arbitre, qui essaierait en fait de créer le consensus. Donc, il n'est jamais qualifié d'émir, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Au centre, c'est vraiment cette assemblée des tribus, on insiste sur le nom officiel de la tribu. Cette assemblée est qualifiée de nationale dans le texte Nefoussi. Et elle serait la parole du peuple puisque chaque représentant de tribu représenterait le peuple. On a la création d'une armée nationale. Et je pense qu'il est intéressant aussi de noter qu'on parle de justice berbère, occultant totalement la particularité de ce régime qui a quand même eu un caractère réformiste en lien avec la formation intellectuelle d'Abdelkrim. Donc, il y a un objectif, c'est l'indépendance politique. Et ce qui est intéressant de noter avec les deux termes, Timunent et Simen, c'est que ce sont deux termes qui n'existaient pas au moment où on a fait un grand travail de néologie, d'aménagement de la langue berbère dans les années 1970. C'était un autre terme, Azaroud, qui allait désigner l'indépendance obtenue face aux puissances coloniales. Donc, on voit apparaître de nouveaux termes qui probablement veulent désigner une autre autonomie politique. Le terme Timounen, par exemple, en kabyle, est le terme qui est employé par le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui est apparu après 2001. Donc, pour conclure cette analyse qui rejoint ce qui a été mis en évidence dans d'autres cadres, notamment les constructions des nations européennes, il y a une relation séminale entre fabrication des héros, d'une part, et construction nationale, d'autre part. Donc, je conclurai en soulignant que l'appropriation à une échelle maghrébine de cet événement et de cet acteur héroïsé s'inscrit dans la défense de la berbérité, mais à travers des référents nouveaux, qui sont des référents liés à la politique, réappropriation de la structure sociopolitique avec la tribu berbère, des principes d'organisation qui la sous-tendraient, la place des communautés locales dans la prise de décision à travers le fonctionnement très idéalisé de la Tajmeth ou Ahiram. Et ces nouveautés me semblent à mettre en lien avec le contexte politique et social de ce début du XXIe siècle, avec un Maghreb qui vit un moment de profonde contestation, voire d'ébranlement politique, avec les mouvements qui agitent cette scène depuis les 2 dernières décennies. Je rappellerai rapidement en 2001 le mouvement des Arches qui a mis sur le devant de la scène médiatique, mais aussi dans le champ scientifique suite aux événements en Algérie, l'objet tribu,
Et c'est aussi cet événement qui a donné naissance au premier mouvement politique évoquant les concepts d'autonomie et d'indépendance régionale qui ont fini par faire émerger un débat sur l'organisation de l'État, la remise en cause de son centralisation dans la presse algérienne, débat qui reste quand même à la marge. Pour ce qui est du cas libyen, je reviendrai simplement sur le fait qu'après l'effondrement de l'État Kadhafi en 2011, il y a une difficile reconstruction d'un État et d'une nation sur des bases partagées. C'est ce que souligne en tout cas en août 2011 le projet constitutionnel proposé par le Conseil national de transition et le contre-projet par lequel le mouvement Amazigh libyen a répondu. Donc, ces constructions participent de cette interrogation des sociétés maghrébines sur les modes de gouvernance, mais aussi sur les constructions nationales héritées du XXe siècle. Cet épisode, guerre du Rif, ce héros, cette entité politique, République du Rif, contribue à donner un contenu sémantique, il me semble, à des néologismes qui véhiculent des idées nouvelles. Alors, sans aller jusqu'à faire de ces deux narrations des discours indépendantistes ou autonomistes, ils sont aussi les signes de l'affirmation du local et du régional qu'il faut prendre en compte dans l'analyse du Maghreb d'aujourd'hui. Merci beaucoup.